Ça y est, après des années à en parler, le nouveau film Superman sort enfin au cinéma. Et si d'habitude je vous parle d'un film, d'une franchise ou d'une saga en particulier, eh bien aujourd'hui j'ai envie de changer les choses et de vous proposer de vous parler de son réalisateur. Un mec presque sorti de nulle part, un ovni qui malgré les coups durs aura réussi en moins de 10 ans à devenir l'une des personnalités les plus influentes à Hollywood. Scénariste, acteur, réalisateur, producteur et maintenant co-CEO de DC Studios, je vous propose de zoomer sur la vie privée, mais également la carrière compliquée, agitée, atypique et un petit peu mouvementée de James Gunn. James Francis Gunn Jr. de son vrai nom, né le 5 août 1966 à Saint-Louis. Il grandit dans une famille nombreuse avec 4 frères et une sœur. Son père, lui, est avocat et homme politique local, tandis que sa mère est une artiste accomplie qui enseigne l'art dans des écoles publiques. Depuis son plus jeune âge, James il a une passion, c'est les bandes dessinées, la science-fiction et l'écriture. Des passions que sa mère encourage en l'emmenant justement au cinéma ou en lui achetant de quoi lire ou même écrire. Et malgré son talent artistique, son enfance, elle ne va pas être de tout repos. Comme beaucoup d'artistes, de rêveurs ou même d'incompris, eh bien il va subir ce que beaucoup d'enfants subissent, du harcèlement scolaire. Et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, il va tomber en dépression et qu'il va prendre beaucoup de temps pour pouvoir s'en remettre. Et pour son anniversaire, son père il va lui offrir un cadeau qui va absolument tout changer. Sa première caméra, une Super 8, une caméra très populaire dans les années 60 à 80, facile à manipuler et généralement utilisée par des productions de films amateurs ou juste scolaires. Et d'ailleurs, anecdote intéressante, James Gunn ce n'est pas le seul à s'être fait les armes avec une caméra Super 8. Dans les plus connus, on retrouve Sofia Coppola, Quentin Tarantino, Christopher Nolan ou encore Steven Spielberg. Et James, désireux d'enfin pouvoir réaliser ce qu'il écrit, il tourne en compagnie de ses frères tout ce qui va lui passer par la tête. Que ce soit des mockumentaires, donc des documentaires à but humoristique, des parodies d'émissions de télévision, ou même des courts-métrages d'horreur et de science-fiction. Et très imprégné par la culture populaire de son époque et l'émergence des films d'horreur à petit budget, voire de série B, il va se fasciner pour le genre horrifique et décide de tourner en compagnie de sa fratrie divers films de série Z. Petit saut dans le temps, James Gunn, alors âgé de 18 ans, quitte le foyer familial et il part à étudier les arts de la scène et de la littérature anglaise à l'université de Saint-Louis. La seule chose qui l'intéresse vraiment à l'époque, c'est écrire des histoires et les partager. C'est comme ça justement qu'il va se retrouver à faire des caricatures politiques pour le journal de l'université. Et alors, se rendant compte de son erreur peut-être un petit peu trop tard, il abandonne son cursus avant même d'avoir eu son diplôme. Il abandonne à la 4e année sur 5. Il se réoriente l'année suivante et va poursuivre ses études à Los Angeles pour y apprendre pendant 2 ans le cinéma. Et on pourrait penser que maintenant, ça y est, il aurait son diplôme, et rebelote, malheureusement, il va abandonner, il perd la motivation, et il veut juste faire autre chose. James Gunn le dira lui-même des années plus tard en interview, il était un moment de sa vie où il avait perdu tous ses repères, un moment difficile qui l'a forcé à arrêter ses études. Et après avoir trouvé sa voie, et s'être remis, on pourrait dire, sur le bon chemin, eh bien il se forme à l'université de Columbia et obtient son master en 1995. La même année, il va tout quitter, il prend juste son baluchon et son diplôme en poche et il part s'installer dans la ville qui ne dort jamais, New York. Là-bas, il fera donc la rencontre de son futur mentor, Lloyd Kaufman, cofondateur entre autres de Troma Entertainment, un gros studio de production de films de série B, mais également de nanars assumés et volontaires. Et après quelques propositions de scénario, Kaufman il lui offre un poste et lui confie l'écriture de plusieurs projets qui, malheureusement, hélas même, ne verront jamais le jour. Une expérience qui permet à James Gunn d'apprendre aux côtés de Kaufman diverses disciplines qui lui seront utiles tout au long de sa carrière. Et Kaufman il va lui apprendre donc les bases du métier et bien plus encore, comme savoir écrire un scénario, la base, produire et distribuer un film, diriger des acteurs, trouver des lieux de tournage ou même créer soi-même ses propres affiches de films. En 1996, à peine quelques mois depuis son arrivée, Gunn s'illustre et signe Roméo et Juliette pour une bouchée de pain. 150 malheureux $. Bon, James il s'en fiche un petit peu, il a surtout réussi à faire produire un de ses scénarios. Et Roméo et Juliette, c'est une adaptation punk rock et gore de la tragédie de Shakespeare. Une histoire et un film qui va marquer les festivals underground tout en devenant culte auprès des fans du genre. Et c'est un succès qui va néanmoins offrir à ce jeune scénariste de nouvelles opportunités et il décide justement après 4 ans chez Troma Entertainment de démissionner pour travailler à ce moment-là à son compte. En l'an 2000, Gunn s'essaie à plusieurs rôles en même temps. C'est comme ça qu'il va se retrouver à jouer, produire et écrire le scénario en à peine 10 jours de The Specials, une comédie super-héroïque indépendante, réalisée par Greg Mazin, futur papa presque 20 ans plus tard de la série Tchernobyl et The Last of Us.
Le film est quant à lui salué par la critique pour sa perspective unique sur le traitement de son sujet, ainsi que pour son humour très décalé et subversif. Et bien que le film ne soit pas un succès commercial, loin de là, eh bien James Gunn, il va garder en lui un très bon souvenir. Une étape même importante dans sa vie d'écrivain, qui lui a permis à un moment donné d'imposer son style très original, voire même totalement borderline. Avec The Special, James Gunn il va se faire remarquer par Peter Safran. Aujourd'hui, c'est possible que ça vous dit quelque chose parce que c'est le co-directeur avec justement James Gunn de DC Studios, mais à l'époque, il est producteur et agent de star. Et c'est une collaboration qui va durer de nombreuses années, lui permettant alors de vraiment se faire connaître. Mais c'est vraiment que 2 ans plus tard que James Gunn il va réellement faire parler de lui. En 2002 sort sur les écrans du monde entier une production signée Warner Bros. Une adaptation d'un dessin animé très connu, Scooby-Doo. Et à l'origine, celui-ci va écrire un scénario mêlant horreur et comédie. Un scénario rejeté presque automatiquement, on comprend Warner, et qui va lui demander justement de réécrire totalement autre chose, sans la partie horreur, mais en gardant un peu plus l'aspect comédie. Après diverses réécritures et des réunions avec les producteurs ou les exécutifs, James va perdre la motivation et réécrire la fin à contre-cœur, bâclant et terminant au plus vite pour faire au plus simple. The Scooby-Doo movie is totally different, very little freedom, because I was getting very fed up with dealing with this giant studio hierarchy and that very thing, making the director happy, the producers happy, the actors happy, the studio happy. And so after a while, I just said, I don't give a shit. I just want to finish this thing. We had to rewrite the whole ending halfway through shooting. And so I just wrote pages quickly, didn't really put much effort into them, and just said, I'm just going to make them happy. I don't care. Right. It's going to be, you know, whatever. For me, that was a failure. That was a personal failure, because the truth is that on a movie like that, you do actually have to work with all those people, and you really do have to make all of those people happy. But one of those people is yourself, and one of those people was me. And because I kind of let go of my own feelings, it ended up being something I was less than happy with. And since that time, I've been a little bit stronger in my opinions, I think, and a little bit, you know, but also trying to find compromises with everybody so that I can be happy and those other people can be happy. And that's what being a big studio screenwriter, that's the job of a studio screenwriter. Au regard de la production de ce film, Scooby-Doo, c'est un semi-échec, autant du côté spectateur que du côté critique. Une humiliation qui continue pour James Gunn parce qu'il reçoit un award, et pas n'importe lequel, l'award du pire scénario pour un film dépassant les 100 millions de dollars de budget. En 2004, James Gunn a le vent en poupe et se retrouve scénariste sur 2 films assez populaires auprès des fans, mais également au box-office. D'un côté, on va retrouver Scooby-Doo 2, la suite du premier film, et de l'autre, L'Armée des Morts, remake, voire reboot du film Zombie, réalisé en 1978 par George Romero. Et tandis que cette version réalisée par Zack Snyder est nominée pour meilleur scénario, et même saluée pour son mélange à la fois d'humour et de tension dramatique, ainsi que pour sa capacité à capturer l'esprit du film original, tout en lui donnant une touche moderne, et bien Scooby-Doo 2, lui de son côté, il va juste remporter un Razzie Award pour le pire scénario. Les extrêmes totales, mais une mise en avant énorme pour ce jeune scénariste. Et James Gunn, il est plutôt beau joueur, parce que je peux vous dire qu'il va embrasser cette victoire et il va l'afficher fièrement dans son bureau. Après, James, il n'est pas vraiment énervé. Il considère ça comme une preuve qu'il a réussi à créer quelque chose assez controversé pour susciter une réaction positive comme négative. Fais boum. Plus tard cette année-là, il va co-écrire, co-réaliser et co-interpréter en compagnie de sa femme de l'époque, Jenna Fischer, pour le mockumentaire Lolly Love. Un film très personnel et même très expérimental, avec un style de comédie différent de celui des grands studios, filmé en petit comité avec la famille et les amis proches. Et bien que le film rencontre un accueil glacial, il est quand même félicité par une petite base de fans et devient, pour certains, juste un film culte. 2006, retenez bien cette année parce que c'est une année très importante dans la filmographie de James Gunn. Cette année-là, il va signer Horribilis, et c'est son premier long métrage en tant que scénariste, et aussi réalisateur. Cette comédie horrifique, elle met en vedette Nathan Fillion, Elizabeth Banks, Michael Rooker, et elle va suivre l'histoire d'une petite ville américaine qui est envahie par des parasites extraterrestres. Gunn, il va décrire Horribilis comme une lettre d'amour à l'horreur et à la science-fiction des années 80. Et ce premier film, c'est juste une ode aux films de monstres de cette époque, comme un hommage aux films de genre qu'il regardait plus jeune. Et bien que le film n'ait pas rencontré un succès mondial, voire même aucun, vu que le film est un énorme flop,
il aura néanmoins conquis des fans du genre, le plaçant en top position dans les classements des 50 meilleurs films d'horreur. On passe maintenant à 2 ou 3 projets dans la filmographie de James Gunn que je considère comme totalement what the fuck. Et si vous pensez connaître James Gunn par rapport aux Gardiens de la Galaxie ou même Suicide Squad, eh bien accrochez-vous parce que ça risque vraiment de vous choquer. On a donc 2 projets à destination d'internet qui nous rappellent à quel point ce mec est totalement déjanté. En 2008, Gunn sort un projet très obscur du nom de Sparky et Michaela. C'est une mini-série à destination du Xbox Live Horror Mid-Comedy, et l'histoire, elle va suivre les aventures de 2 personnages, Sparky et Michaela, qui se lancent dans des missions dangereuses pour sauver le monde d'une invasion de monstres. Une histoire en somme plutôt banale, vous me direz. Mais voilà, en réalité, Sparky c'est un raton laveur qui peut tirer des rayons laser, et Michaela, une jeune fille crédule habillée en Wonder Woman. Totalement barré. Cette mini-série, elle est gentillette, quoique un peu spéciale, et elle est surtout très fun à regarder. On sent tout de suite la patte artistique et créative de James Gunn. Et c'est franchement une bonne combinaison d'horreur, d'action et de comédie que je vous encourage vraiment à aller découvrir. Smells f***ing delicious. Toujours la même année, et après Sparky et Michaela, James Gunn y dévoile une autre mini-série, PG Porn, une série parodiant des films pour adultes ayant pour chaque épisode des scènes de sexe simulées et toutes présentées par une touche humoristique. Et c'est comme ça qu'on a pu voir passer Nathan Fillion, son frère Sean Gunn, l'actrice et productrice de films pour adultes Belladonna, et pour finir James Gunn lui-même. Et oui, parce que pour la petite histoire, c'est pas la première fois que James Gunn va passer de l'autre côté de la caméra. Bon, rassurez-vous, pour tous ceux qui se poseraient peut-être la question, PG Porn aura réussi néanmoins à trouver son public, mais tardivement. En effet, lors de sa diffusion sur quelques sites de partage de vidéos en ligne, celui-ci est très controversé pour son contenu sexuel, beaucoup trop explicite malgré de la politique de contenu. Et cependant, elle va gagner de plus en plus en popularité, passant de clé USB en clé USB, de main en main, et ça permet à James Gunn, avec ce projet, de continuer à se faire un petit nom dans l'industrie, le nom d'un réalisateur capable de mélanger les genres et proposer quelque chose de divertissant, s'adaptant aux divers imprévus et en y faisant face avec brio. Pour rester dans les projets lunaires et totalement déconnectés, je vous propose maintenant de parler de Scream Queens. Tonight, 10 women square off, hell bent on proving they've got the smarts, the talent, the looks, and the lungs to win a breakout role in Saw 6 and be crowned the next Scream Queen. Alors Scream Queens, c'est un reality show américain proposant de nombreuses épreuves complètement barrées, voire même dégradantes à des jeunes femmes qui rêvent de devenir actrices. L'objectif de cette émission, c'est de proposer du divertissement avec à la clé un rôle dans le prochain film Saucisse. Chaque participante doit passer devant un jury de 3 membres qui les juge sur leur qualité d'actrice, mais pas que. Et dans ce jury, on y retrouve entre autres une des actrices de la saga Saw, donc l'actrice principale, et James Gunn. Et honnêtement, pour avoir regardé quelques épisodes, ce que je peux vous dire, c'est que c'est très représentatif du style d'émission et de l'ambiance des années 2000. Et si de nos jours, James Gunn assume cette émission, il n'en est pas fier pour autant, et je le comprends. D'ailleurs, pour les plus jeunes d'entre vous, ou ceux qui pourraient même s'offusquer de certaines images ou situations, rappelons quand même qu'on est dans les années 2000, et qu'à cette époque-là, la télévision française non plus ne s'embêtait pas à diffuser et faire de l'argent, même faire son beurre, sur de la télé-réalité trash, avec des émissions comme L'Île de la Tentation, Next, Room Raider, Fear Factor et Love Story. Petite dédicace à Loana et Jean-Édouard dans la piscine. On vous embrasse. En 2010, après avoir failli réaliser un film nommé Pets avec Ben Stiller, projet qu'il va quitter pour divergence artistique, il sort un de ses films les plus intimistes. Super, une comédie noire et très décalée, racontant l'histoire d'un homme ordinaire qui décide de devenir un super-héros, un projet qui rappelle quand même un certain Kick-Ass de Matthew Vaughn qui sort lui aussi en 2010 et qui malheureusement va éclipser le film de James Gunn. Pour Super, James Gunn n'a que très peu de moyens, environ 2,5 millions de dollars, et 1 mois pour tourner. Côté casting, il propose le premier rôle masculin à Rainn Wilson, après que son ex-femme Jenna Fischer, présente également sur la série US The Office, ne lui vante les mérites de celui-ci. En personnage principal féminin, on retrouve Elliot Page, qui campe ici la jeune protégée, et fun fact, il s'agit en fait du second film dans lequel Rainn Wilson et Elliot Page partagent l'affiche, parce que 2 ans auparavant, ils avaient déjà tourné dans le film qui a été un énorme succès international, Juno. Et pour finir, revenons à Super, dans les rôles secondaires, on retrouve certains noms connus chez James Gunn, comme son frère Sean Gunn,
Michael Rooker, Nathan Fillion et des petits nouveaux comme Liv Tyler ou Kevin Bacon, qu'on retrouvera plus d'une décennie plus tard dans l'épisode Le Christmas Special des Gardiens de la Galaxie. Gunn il ira même jusqu'à se faire un petit kiff en embauchant l'une de ses icônes, la légende du cinéma et de la musique, Rob Zombie. Bon, comme avec beaucoup de films de James Gunn, je pense que vous avez compris, il ne va pas déroger à la règle et recevra un accueil critique très mitigé. Exploitant à fond son sujet, follement graphique et politiquement incorrect, voire complètement borderline à des moments, en devenant sombre ou totalement tordu, ce film joue avec les codes du genre et s'en amuse. Mais le film il va souffrir de la comparaison évidente avec Kick-Ass, allant pour certains fans jusqu'à reprocher à James Gunn, pourtant ami avec Mark Millar, le créateur de Kick-Ass, d'avoir copié le concept. Et je veux bien qu'il y ait quelques évidentes similitudes entre les deux films, mais les histoires sont assez différentes. D'ailleurs, Kick-Ass n'est pas, comme Super, le premier film du genre avec des super-héros sans pouvoir. Le premier film, il est sorti en 1980, d'un film de John Ritter qui s'appelle Captain Avenger. Voilà, ça c'est pour les puristes. Big time, ça y est, c'est le moment. En 2012 est annoncé lors de la Comic-Con de San Diego que James Gunn sera scénariste et réalisateur sur le premier film des Gardiens de la Galaxie. Une énorme responsabilité pour celui qui n'a jamais tourné plus de 2 films dans sa carrière, dont un avec un petit budget et une équipe réduite. Toujours la même année, et je sais que cette anecdote va intéresser parce qu'il y a quand même une énorme fanbase, et bien avant de commencer la production des Gardiens, il va faire un passage éclair derrière la caméra pour tourner une scène dans le film My Movie Project. Une scène qui va justement réaliser en compagnie d'une amie, Elizabeth Banks et Josh Duhamel. Une petite pause tranquille avant de s'attaquer au mastodonte de chez Marvel Studios. Bien loin de son précédent film Super, James Gunn se retrouve donc catapulté dans cette super production Marvel. Après lecture du premier scénario, celui-ci ne s'y retrouve pas du tout et décide de totalement le réécrire en y ajoutant ses délires, son humour, ses références aux années 80 et en projetant beaucoup de sa personnalité sur le personnage de Peter Quill et Rocket, respectivement interprétés par Chris Pratt et Bradley Cooper. Et alors pour son plus gros film, James Gunn il va juste se faire plaisir. Il n'hésite pas à caser ses amis, que ce soit pour leur proposer un rôle ou juste un caméo. On peut donc voir à l'écran bon nombre de personnalités importantes pour le réalisateur, comme Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, Greg Henry, Lloyd Kaufman, Michaela Hoover ou même, encore une fois, Rob Zombie. C'est finalement presque 2 ans plus tard, en 2014, que le film va sortir sur les écrans du monde entier, et la presse, à ce moment-là, pour la première fois de la carrière de James Gunn, est unanime. Les Gardiens de la Galaxie cartonnent et propulsent alors James Gunn dans la catégorie des réalisateurs à suivre. Si le film marche autant, c'est évidemment grâce à plusieurs points. Tout d'abord son histoire originale, différente des comics dont ils sont adaptés, des personnages attachants, voire même des performances d'acteurs convaincantes et une réalisation soignée, mais aussi beaucoup pour son style très différent du reste du MCU. Mais c'est surtout, et évidemment, grâce à sa bande originale très différente des compositions habituelles, que le film va vraiment se démarquer des autres. La musique, parlons-en. Si James Gunn est un passionné de cinéma, que ce soit du côté du cinéma d'horreur ou le cinéma de science-fiction, eh bien sachez qu'il entretient également un lien très spécial avec la musique. En 1989, alors âgé d'à peine 23 ans, il forme en compagnie de ses amis de fac un groupe nommé The Icons. Un groupe qui sortira justement un album comprenant une dizaine de titres, dont 2 qui seront utilisés dans le film Romero and Juliet. Sa carrière musicale ne s'arrête pas là, mais cette fois-ci en solo, et compose de son côté certaines musiques pour Scooby-Doo 2 et My Movie Project. Pour les Gardiens de la Galaxie, rien n'est laissé au hasard. Bien que Tyler Bates compose une majeure partie de la bande originale du film, James Gunn insiste vraiment pour garder le contrôle musical sur certaines scènes. L'ajout de musique des années 60 et 70 crée une cassure qui permet aux spectateurs de se rappeler que Peter Quill est un être humain comme nous, qui vit une aventure extraordinaire aux confins de l'univers. Et Gunn, il va révéler une info hyper cool, c'est que les musiques, elles étaient diffusées en direct pendant le tournage. Ça permettait donc aux acteurs, mais également aux caméramans, à l'équipe technique, de mieux s'approprier la scène en offrant justement les plans les plus cool et les plus groovy possibles. 2017, une année chargée pour James Gunn. Il va se retrouver sur 2 projets aux antipodes l'un de l'autre. D'un côté, on a The Belko Experience, qui est un film d'horreur qu'il va scénariser et produire, en compagnie cette fois-ci de son ami et ancien manager Peter Safran, et de l'autre, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Et bien que le premier film ait pu plaire à une énorme majorité de spectateurs, surprendre par son style et sa bande originale, et bien le second, lui, va beaucoup plus diviser. Certaines critiques reprochent au film de ne pas être à la hauteur du premier volet en termes de surprise et d'originalité, privilégiant les scènes d'action et l'humour au détriment du développement des personnages. Et malgré quelques défauts et quelques critiques plus ou moins justifiées, on va pas se mentir, c'est pas mon préféré,
Eh bien ce deuxième opus est un énorme succès au box-office mondial. Quelques mois plus tard, alors en pleine promo de la sortie des Gardiens de la Galaxie 2, James Gunn annonce travailler sur le scénario de la troisième et dernière partie. Et s'il y a quelque chose à savoir sur James Gunn, c'est qu'il est complètement accro aux réseaux sociaux, dont Twitter. Et en effet, depuis la création du réseau en 2008, eh bien, il va poster presque tout le temps tout ce qui lui passe par la tête. Son mood, ses envies, des blagues même un peu spéciales, et évidemment ses choix politiques. Des prises de position anti-Trump qui ne vont évidemment pas plaire aux pro-Trump républicains appartenant au groupe extrémiste alt-right. Et ces gars-là, ils vont aller jusqu'à retrouver des anciens tweets datant de 2008. Ils vont donc retrouver des tweets gênants, offensants, très noirs, à prendre vraiment au millième degré, très représentatifs du style d'humour de James Gunn de ces années-là. Une situation qui va évidemment créer un énorme scandale. Un scandale réfléchi de longue date par les extrêmes qui n'a toujours pas digéré qu'une grande partie du cast des Avengers, ainsi que d'autres acteurs et actrices, n'apparaissent dans un spot destiné au public américain, incitant à ne pas voter pour Donald Trump. Quoi de mieux pour s'attaquer aux géants Disney qu'en frappant là où c'est le plus facile. Really? Yeah, really. Et de mon avis, et ça ne reste que mon avis bien sûr, ces tweets, bien que très spéciaux, sont un moyen de critiquer et condamner des sujets abjects et dérangeants sous couvert de vannes et d'humour noir. Le même procédé que pourrait utiliser un comique dans un de ses sketchs. Une façon de dénoncer, de montrer du doigt sous couvert d'humour borderline. Dans une publication publique, Gunn va présenter ses excuses pour ses tweets, affirmant qu'il a évolué depuis leur publication et qu'il regrette vraiment leur contenu. Il déclare « Mon humour est provocateur et absurde. Je ne suis pas un blagueur sérieux, mais j'ai compris que les gens pouvaient être blessés par mes paroles. » Il souligne également qu'il avait déjà présenté ses excuses pour ses tweets par le passé et qu'il avait travaillé dur pour devenir une meilleure personne depuis. Mais Disney, ne voulant prendre aucun risque vis-à-vis de ce scandale, ne cherchant même pas à comprendre quoi que ce soit vis-à-vis de cette situation, va juste simplement virer James Gunn de tous ses projets futurs, y compris bien évidemment le Gardien de la Galaxie volume 3. Et en cédant à la pression et en acceptant de licencier Gunn, Disney rentre justement, malgré eux, dans le piège des extrémistes. Et ce qui est complètement dingue dans cette histoire, c'est que la filmographie, les choix de scénario et le style de James Gunn sont connus de tous, y compris de Disney, qui a pris la décision de l'embaucher pour apporter du sang neuf, une autre vision, moins politiquement correcte, différente, voire totalement déjantée et spéciale. On parle quand même d'un mec qui aura fait des films comme Romeo and Juliet, Horribilis ou Super, sans parler non plus de Sparky et Michaela ou PG Porn, des sujets hyper tordus, et ce serait quand même super étonnant que Disney n'ait jamais pensé à regarder son travail, ou même checker un petit peu ses réseaux sociaux. Rapidement, un mouvement lancé par l'entièreté du casting des Gardiens apparaît sur la toile, l'objectif étant de réhabiliter James Gunn à ses fonctions de réalisateur. Au même moment, DC et Warner Bros, désireux de continuer son univers étendu, profitent que Disney ait lâché son poulain pour lui proposer de rejoindre l'écurie. Dans un premier temps, le studio va lui proposer de réaliser un film Superman. Il va être flatté, mais il va néanmoins refuser la proposition. Pour lui, il ne se sent pas capable d'endosser une telle responsabilité. Superman, c'est un gros personnage, et à la place, il désire plus que tout adapter Suicide Squad, étant lui-même fan. Il avoue d'ailleurs avoir été très jaloux lorsque David Ayer a pu, de son côté, réaliser le film. Et c'est comme ça qu'en octobre 2018, à peine 4 mois après son éviction par Marvel, James Gunn rejoint officiellement Warner et DC et se retrouve en charge de l'écriture et de la réalisation de Suicide Squad. Et alors, fun fact, c'est assez drôle, le lendemain de l'annonce du film et du réalisateur, James Gunn il va recevoir un appel de Kevin Feige en personne qui va lui demander de revenir chez Marvel pour terminer la trilogie des Gardiens. Une proposition qu'il va évidemment accepter avec grand plaisir, tout en pouvant terminer la production de The Suicide Squad. La même année, il participe à la production de Brightburn. Brightburn, c'est une histoire très inspirée de Superman, mais où celui-ci aurait plutôt sombré du mauvais côté. Un film d'horreur super héroïque, très différent des autres, mélangeant du gore et même des scènes chocs. Un cocktail sanglant dans la lignée de ce que James Gunn a pu faire par le passé, bien avant les blockbusters d'aujourd'hui. Petit saut dans le temps jusqu'en 2021 où The Suicide Squad arrive enfin sur nos écrans et en simultané sur HBO Max. Malgré les restrictions dues à la pandémie, le film reçoit un accueil globalement positif, très différent et surtout beaucoup mieux accueilli que Suicide Squad sorti 5 ans plus tôt.
Et même si c'est un semi-reboot, ou un reboot, on sait pas vraiment, qui garde néanmoins quelques acteurs de la première version, une grande majeure partie du public s'attache au personnage et au style bien singulier de la réalisation de James Gunn. Un succès critique et spectateur qui n'empêchera pas, malheureusement, au film de ne rembourser qu'une petite partie, même infime, de son coût de production et marketing. Une fatalité plutôt évidente quand on connaît les conditions dans lesquelles est sorti le film. Enchaînant projet sur projet, que ce soit avec DC ou Marvel, James Gunn va reprendre sa place tant méritée à Hollywood, et par produire Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, prévu à ce moment-là pour mai 2023. Après la fusion des deux géants Warner Media et Discovery, désormais appelé Warner Bros. Discovery, il est rapidement décidé de faire pas mal de ménage parmi les exécutifs. C'est comme ça que David Zaslav se retrouve CEO et demande conseil auprès de Peter Safran et James Gunn. Tellement impressionné par leurs bons conseils qu'il va décider en novembre 2022 de les nommer tous les deux co-CEO de DC Films, renommé DC Studios pour l'occasion. Et alors à partir de cette date, James Gunn, le réalisateur, devient vraiment l'une des figures les plus importantes à Hollywood. Il contrôle dès à présent, en compagnie de son ami Peter Safran, les départements animation, film et télévision. Et ce n'est que 3 mois plus tard que James Gunn il va annoncer une énorme annonce. Il travaille à l'écriture et à la réalisation d'un prochain film Superman du nom de Superman Legacy. Okay, next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called Superman Legacy. This is being written by me. I'm in the middle of it. I'm having a great time doing it. And Superman will be released into theaters July 11th, 2025. Et je trouve ça assez drôle parce que c'est le même gars qui, des années plus tôt, pensait ne pas avoir les épaules pour adapter un tel personnage qui revient 5 ans plus tard pour proposer sa version au cinéma. En pleine écriture du script de son prochain film Superman pour DC Studios, Gunn sort Les Gardiens 3, dernier projet, mais surtout dernière grosse collaboration avec la firme aux grandes oreilles avant de nombreuses années. Ce troisième film se veut bien différent, tout en gardant l'énergie et le sens de l'humour des précédents métrages, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 apparaît comme beaucoup plus sombre, bien plus terrifiant, posant alors de nombreuses questions sur les dérives et les violences faites aux animaux. Focalisant son récit autour de l'origin story de Rocket, James Gunn renoue avec l'un de ses genres préférés, l'horreur. Loin d'un film d'épouvante à proprement parler, ce troisième métrage emprunte à maintes reprises certains patterns liés à ce genre précis. Et sans être aux antipodes des Gardiens de la Galaxie ou de sa suite, cet ultime volet est bien plus humain. On y voit notamment l'alcoolisme d'un homme, Peter Quill, qui à la suite des événements d'Avengers Endgame a perdu la femme qu'il aime, tombant dans une spirale dont il est difficile de se relever. En colère, terrifié à l'idée de perdre ses amis, il ira même jusqu'à se jeter dans le vide, tuant un homme de sang-froid. Une scène alors presque anodine pour le spectateur, mais qui démontre encore une fois l'envie du scénariste / réalisateur James Gunn de s'affranchir des codes family-friendly de Marvel Studios. Comme à l'accoutumée, James Gunn n'oublie pas ses amis de toujours, et si l'on ne compte évidemment pas Michael Rooker, le public aura très certainement reconnu Nathan Fillion, acteur et ami proche du réalisateur, présent sur une grande majorité de ses projets depuis maintenant plus de 20 ans. On y retrouve aussi Jennifer Holland, actrice et épouse de James, présente dans ses projets depuis Brightburn, The Suicide Squad ou encore Peacemaker. Les cinéphiles avertis auront probablement repéré l'actrice Linda Cardellini, femme de Clint Barton dans les films Avengers, mais accessoirement Vera dans les 2 adaptations live-action de Scooby-Doo, qui ici prête sa voix à Layla, une loutre génétiquement modifiée, particulièrement importante pour le personnage de Rocket. Comme pour les 2 précédents volumes, Gardiens des Galaxies Volume 3 est un énorme succès, autant critique qu'au box-office mondial. Avec un budget estimé à plus de 250 millions de dollars, le film engendre pas moins de 845 millions de recettes à travers le monde, se plaçant alors devant le premier film et non loin derrière le second. En définitive, Les Gardiens 3, c'est une excellente conclusion à une aventure débutée presque 10 ans auparavant. James Gunn, alias l'homme qui valait 2 milliards, quitte l'écurie Disney par la grande porte et s'en va s'occuper du futur de DC au cinéma. Du côté de Warner, l'arrivée de James Gunn et de son partenaire de longue date Peter Safran chez DC Studios est une réelle aubaine pour les décisionnaires qui cherchent tant bien que mal à se réinventer depuis maintenant plusieurs années. Les 2 hommes, fraîchement débarqués, annoncent élaborer un plan sur 10 ans avec de nombreux films, redémarrer l'univers en douceur, en commençant par faire revenir l'un des plus grands super-héros de l'histoire, une icône connue du grand public, Superman. Voulant alors se démarquer des précédentes visions, ce nouveau film, Superman, sera donc plus coloré, avec un Clark Kent plus jeune qu'Henry Cavill, et dont les inspirations viendront davantage de comics post-année 2000, avec des titres cultes comme All-Star Superman, Birthright ou encore Superman Ending Battle.
Bien que très hésitant à l'idée de réaliser ce premier volet, James Gunn finit par accepter ce rôle difficile après s'être senti profondément connecté à l'histoire. Une sorte de lien personnel puissant qu'il bouleverse. La date de sortie prévue pour ce film tomberait le jour de l'anniversaire de son père décédé. Une coïncidence troublante, presque symbolique pour le réalisateur, qui résonne en lui comme un signe. Dès lors, ce projet prend une toute autre dimension, bien plus qu'un simple film de super-héros. Gunn insiste alors sur un fait plutôt simple, mais qui rassure les détracteurs et les fans de Superman. Cette nouvelle vision, très loin des films de Zack Snyder, n'aura pas le même ton que la trilogie des Gardiens. Il ne s'agit pas non plus d'une comédie, et après de nombreux mois de casting, il est donc officialisé que c'est David Corenswet, vu récemment dans Twister, qui incarnera l'homme d'acier au cinéma. Rachel Brosnahan, elle, incarnera la reporter du Daily Planet, Lois Lane. Quant à Lex Luthor, s'il avait été envisagé pendant un court instant que ce soit l'un des deux frères Skarsgård, c'est finalement Nicholas Hoult qui remporte le rôle, grand habitué des films de super-héros pour avoir incarné le fauve dans les récents X-Men. Fait d'ailleurs très amusant, l'acteur avait passé également une audition quelques années plus tôt pour interpréter Batman dans le film éponyme, avant de tenter sa chance bien plus tard dans le rôle de Superman de James Gunn. Une fois le trio d'acteurs choisi, les personnages secondaires validés, ne reste alors qu'à commencer le tournage. Initialement prévu pour débuter en janvier 2024 et reporté dû aux grèves SAG-AFTRA de l'été 2023, c'est finalement presque 2 mois plus tard, en mars de la même année, que les premières scènes sont tournées. Gunn s'entoure alors des meilleurs et recrute une nouvelle fois le directeur de la photographie Henry Braham, de même que le compositeur John Murphy, ami de longue date avec qui il aura collaboré sur les 2 derniers Gardiens de la Galaxie, ou encore The Suicide Squad. En définitive, ce simple scénariste de cinéma de genre aura fini par trouver sa place et aujourd'hui, c'est celle du PDG de DC Studios. Un poste à grande responsabilité qui le différencie de Kevin Feige avec Marvel Studios. D'un côté, on a seulement un producteur et de l'autre, un producteur, scénariste, mais aussi réalisateur. Et ça fait toute la différence. Et là, les choses sont très importantes. Parce que ce nouveau Superman se doit d'être un succès. C'est le fer de lance d'un tout nouvel univers, fondation de la première partie de ce chapitre 1 nommé God and Monster, qui d'après les retours serait plutôt positif. Alors on sait déjà que plusieurs films et séries sont en production ou même encore en écriture, mais en vrai, tout ça dépendra du succès de Superman. Et si Supergirl prévu pour 2026, Clayface ou encore Swamp Thing ou Wonder Woman sont potentiellement prévus, tout ceci reste réellement en suspens en attendant les premiers chiffres. Mais ce qui est clair, c'est que la super-héromania made in James Gunn n'est pas prête de s'arrêter. Pour finir, James Gunn, il s'est imposé comme l'homme de la situation. Le bon réalisateur, le bon scénariste, qui aura réussi là où beaucoup ont échoué. Qui sera parvenu à faire de moments difficiles pour sa carrière des opportunités. Une success story digne des plus grands films hollywoodiens, l'histoire d'un gamin qui autrefois rêvait dans sa chambre de super-héros, de science-fiction, se perdant dans ses pensées, rêvant d'une vie meilleure, différente. Le même adolescent qui se faisait harceler à l'école pour sa différence et pour ses goûts. Et je trouve qu'il est quand même important de noter que les têtes de turcs de l'époque, les geeks d'autrefois, les fans de comics ou de cinéma d'horreur qui avaient des goûts douteux, différents, sont aujourd'hui eux, des dizaines d'années plus tard, des vrais rockstars. Des gens qu'on rêverait tous de devenir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et partager, ça soutient énormément la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quel est pour vous le meilleur projet, le meilleur film de James Gunn. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.